Alors bonjour à tous et tout d'abord je me réjouis en fait d'être ici. Ça fait 2 ans à peu près que je travaille plus sur la RSE. J'ai travaillé longtemps quand même sur la RSE et tout simplement parce que je pensais que dans un contexte de crise, comme ça a été mentionné tout à l'heure par un des membres de cette salle, je m'étais vraiment posé la question de savoir s'il était toujours aussi pertinent d'attacher autant d'attention à la responsabilité sociale des entreprises. Et puis je m'apercevais également que dans notre comité scientifique, parfois ça traînait un petit peu autour des mêmes questions, des mêmes problèmes qui sont posés, sans pour autant en fait véritablement progresser sur la résolution de ces problèmes. Alors je m'aperçois aujourd'hui que je vais peut-être probablement un peu tort et que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent. J'en suis très heureux donc du coup de pouvoir le confronter. Ici, je vais entendre la RSE essentiellement comme pourquoi je vais le définir? Tout simplement parce que il s'agit de considérer que ça témoigne d'un effort continu de vigilance par les entreprises qui vont s'alerter sur des problématiques sociales et environnementales et qui vont, c'est là la partie importante de la phrase, positionner l'entreprise comme le sujet responsable de ses actes. Et le communicant dans cette affaire-là est amené à produire toute une série de justifications, des rapports développement durable, des rapports, des communications variées, des chartes, des codes de conduite, des pactes, sans pour autant en fait, on va dire, excusez-moi, dans toutes ces communications, dans toutes ces justifications, eh bien, l'entreprise va s'auto-attribuer un certain nombre d'actes sans s'inscrire dans un régime juridique reconnu. Et ça, je pense que c'est une question importante, tout simplement pour dire que la RSE, pour moi, est d'abord et avant tout une question de régulation sociale. Et quand on pose la question de la RSE, on invite à resituer l'entreprise dans le débat public. Et c'est ainsi que je le ferai dans cette courte communication. C'est-à-dire qu'en gros, j'essaie de sortir du faux débat selon lequel à la fois la RSE serait un nouveau credo social, une source de réconciliation sociétale. Il faut absolument aller sur la RSE, ou à l'inverse, juste un effet de mode, une conception un peu plus cynique qui va consister à dire que c'est la poudre aux yeux ou je ne sais quoi d'autre. Moi, je pense que c'est pas très intéressant en fait de travailler sur ce type de débat, mais d'essayer de comprendre finalement les raisons profondes qui font que c'est généralisé le discours de la RSE. Et ça, je vais essayer de le faire dans un premier temps. On s'est dressé un peu une espèce de contexte social qui aurait favorisé l'émergence de la RSE, pour ensuite se demander dans quelle mesure, eh bien, on pourrait faire des hypothèses sur les mutations du travail des communicants dans les organisations. Alors, vous allez voir, moi je travaille maintenant sur la souffrance au travail, donc j'ai tendance à beaucoup plus ancrer sur les politiques sociales, les politiques internes, et un peu moins sur la question écologique, enfin même pas du tout en fait. En premier lieu, il y a un auteur, deux auteurs qui ont écrit un ouvrage que je trouve absolument génial, Luc Boltanski et Eve Capello, Le Nouvel Esprit du Capitalisme. Ça date un petit peu, ça date de 1999. À l'époque, il ne parle absolument pas de développement durable et de RSE. En revanche, Eve Capello, dorénavant, poursuit ce travail-là et intègre effectivement ces dimensions. Et pourquoi je trouve cet ouvrage tout à fait intéressant, c'est qu'il nous montre que la situation sociale contemporaine est extrêmement ambiguë. C'est-à-dire qu'on a une détérioration économique et sociale et environnementale assez évidente, et en même temps, on a un système, le système capitaliste, qui a une capacité incroyable à résister à travers le temps, et notamment à résister à toutes ces critiques. Et ce qu'il montre essentiellement, c'est que précisément, la force du capitalisme est sa capacité à entendre les critiques, à récupérer les critiques, et à les intégrer sur le plan discursif, et de ce fait, finalement, ne pas se transformer de manière substantielle, mais en tout cas à éteindre les critiques dont dont le système peut faire l'objet. Et donc ici, l'hypothèse qui est posée par Eve Capello maintenant, c'est finalement la RSE et le développement durable seraient un nouvel ensemble idéologique mobilisateur, c'est-à-dire un nouveau principe de légitimation du système, sans pour autant appeler à une transformation substantielle des entreprises. Et en tant que telle, c'est une thèse assez cynique, comme vous pouvez le constater. Moi, ce que je retiens ici, sans savoir jusqu'où on peut être d'accord avec eux ou non, moi, ce que je retiens ici, c'est que la RSE, l'éthique, le développement durable, en tout cas, témoignent d'un désenchantement assez radical du monde économique, de l'ordre économique, d'un épuisement des ressources argumentatives, c'est-à-dire une plus grande difficulté à trouver du sens à la fois à travailler en entreprise, mais à la fois aussi à croire à ces entreprises et à croire en fait à leur contribution positive dans la société, et de manière un peu plus générale à un assèchement tout simplement de la signification économique. On va dire qu'ici, l'éthique, la RSE, le développement durable sont une forme de compensation à cet assèchement de la signification économique. Alors en tant que tel, qu'on se saisisse de ces thématiques-là pour essayer de réenchanter l'activité économique, c'est très très bien. Et en tant que tel, ça ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est précisément une tendance, en tout cas qui est peut-être de moins en moins vraie d'après ce que j'entends aujourd'hui, c'est la tendance à penser des normes éthiques, à penser des engagements sociaux ou environnementaux, sans que ces normes-là offrent des possibilités concrètes d'accomplissement. C'est-à-dire qu'on va lire un discours, on ne voit pas en quoi
le discours offre des possibilités concrètes d'accomplissement pour celui qui est en contact avec ce discours, en tout cas qui est concerné par ce discours. Possibilité d'accomplissement, on pourrait dire aussi appropriation, capacité à m'approprier, c'est-à-dire à prendre acte de ce discours et donc à imaginer dans quelle mesure ça peut effectivement changer un certain nombre de conduites au quotidien, etc. Donc c'est le fait de produire finalement des discours généraux et généreux, nous, citoyens du monde, etc. Vous savez, c'était un discours qui était assez régulier il y a quelques années. Bon, maintenant c'est un peu moins le cas, mais nous, citoyens du monde, nous allons changer l'humanité, représenter la diversité de la société française. On va essayer de réconcilier la société avec le monde économique, le monde associatif, le monde militant, etc. Si vous voulez, ce genre de discours, je ne vois pas bien effectivement l'intérêt de ce type de discours à partir du moment qu'il ne débouche pas sur des normes, sur des dispositifs ou sur des institutions concrètes, quoi. Et si j'essaye de parler de ça, c'est que tout simplement, je pense que, au moins pour connaître un peu plus le niveau interne des entreprises, en tout cas le rapport des salariés avec leur entreprise, on constate en tout cas concrètement une crise de la crédibilité de ces discours, quoi. C'est-à-dire parler de RSE, développement durable, dans les salariés, dans les différents échelons, parfois c'est simplement... c'est quelque chose qui n'a pas toujours beaucoup de sens, quoi. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser la question aussi d'où vient cette crise de la crédulité. En tout cas, une des sources d'explication, c'est précisément le fait que ces engagements-là auraient des champs d'application beaucoup trop incertains, en tout cas n'offriraient pas ces formes d'accomplissement concrètes, quoi. Ça veut dire que dans ce cas de figure-là, on est dans une autoréflexion éthique, une forme d'affirmation institutionnelle qui s'accompagne généralement par une négation du point de vue du monde concret, en fait, du point de vue des parties prenantes concernées. Alors, la personne qui travaille chez Bouygues tout à l'heure, j'ai trouvé très très intéressant son discours, auquel je suis tout à fait d'accord, cette idée d'organiser des confrontations avec les parties prenantes, d'essayer en fait précisément de mettre en dialogue un certain nombre des aspects problématiques de l'entreprise, de mettre en dialogue ces aspects problématiques avec les parties prenantes, mais il semblerait quand même que dans la plupart des cas, la plupart des communications en matière de RSE sont produites par le sommet hiérarchique des entreprises et ne font pas véritablement l'objet d'une confrontation sociale. C'est le cas notamment des chartes de valeurs qui sont censées précisément incarner la valeur de la plupart des salariés, sans que pour autant que les salariés soient effectivement intégrés dans la conception même des valeurs qui sont censées vivre, incarner et vouloir. Bref. Ici, il s'agirait de dire qu'on est dans une auto-réflexion éthique qui alimente ce qu'on pourrait appeler un narcissisme moral, dont le plaisir réside précisément dans sa capacité à transcender le monde concret, et le monde concret qui conditionne quand même nos activités au quotidien. Bon, évidemment, vous avez bien compris que j'essaye de provoquer un tout petit peu et de manière très maladroite, mais si c'est pour pointer en fait la négativité de ces tendances en matière de communication sur la RSE, c'est pas simplement en fait pour prendre le plaisir de discuter de cela, mais c'est surtout pour se demander finalement dans quelle mesure ça peut nous inviter à réinterroger la fonction sociale de la communication. Et il me semble que précisément ici, la communication, en tout cas, va trouver dans le contexte de la RSE un moment tout à fait propice pour être réinterrogée, et notamment pour être de nouveau face à son défi originel, qui est quand même de refaire la relation, qui est quand même de rénover le lien social, qui est quand même d'accompagner, de susciter la formation d'associations humaines, de vitaliser des collectifs, bref, de redonner de la teneur à des collectifs de travail, à des associations humaines. Ça, c'est quand même l'essence même de la communication. Et donc, ça veut dire ici que l'essentiel de l'interrogation ne porte pas tant sur qu'est-ce qu'on va dire, comment on va mettre en forme le réel, comment on va choisir des supports particuliers pour mettre en forme le réel, quelle va être notre stratégie, nos cibles, etc. La question clé ici, ça va être comment on va effectivement concevoir et produire le réel écrire le réel, en tout cas dire le réel avec d'autres, et notamment avec les fameuses parties prenantes qui seraient concernées par les activités des entreprises. En tout cas, la RSE ouvre un moment assez inédit d'organiser ces confrontations sociales entre le monde économique et ses partenaires. Je vais avancer un tout petit peu plus vite, tout simplement pour dire ici que si précisément cette crise de la crédulité, en fait, à peu près l'idée qu'on essaie de suivre, c'est que cette crise de la crédulité trouve son fondement dans le fait que les communications seraient un peu décrochées des attentes réelles des parties prenantes de manière générale, et notamment le fait de discuter avec des parties prenantes avec lesquelles on n'est pas d'accord, avec lesquelles ça va être difficile de se mettre d'accord. Je me souviens avoir discuté avec des communicants, et ils ne discutaient jamais avec certains syndicalistes parce que précisément c'était des énervés, on les connaissait très bien, etc. Et évidemment, dans ce cas de figure-là, quand on ouvre place à la radicalité, quand on oppose le mépris ou le silence dans ce cas de figure-là. Donc ici,
L'idée est de dire que la RSE ouvre la possibilité à la confrontation et au dialogue. Deuxième idée, c'est cette tendance donc au discours enchanté, au discours qu'on pourrait dire aconflictuel, qui fantasme un peu l'unité. Nous, les collaborateurs, nous visons le même projet, nous avons la même volonté, etc. Mais non, c'est pas vrai. Nous n'avons pas du tout la même volonté, pas du tout les mêmes projets. Nous ne voulons absolument pas le même monde. Et à un moment donné, il va falloir quand même thématiser en commun ces désaccords, et non pour simplement faire vivre un conflit, mais c'est que tout simplement, en thématisant en commun le désaccord, c'est aussi une manière pour chaque individu de reprendre place dans la société, dans l'organisation, mais également avec lui-même et avec autrui. Et de ce point de vue-là, c'est un peu une conception du dialogue qu'on pourrait essayer de développer. Autre idée, cette idée de restaurer la confiance. On en parle assez souvent, le fait de restaurer la confiance, ce qui est tout à fait impossible si on nie le monde concret. Mais le communicant aurait donc à fournir à la réputation d'entreprise une fondation solide. Et il y a un texte qui est très intéressant, qui est accessible sur Internet. C'est un texte de Louis Quéré sur la confiance. Je me permets un peu de le réinterpréter en fonction du sujet qui est le nôtre. Et l'idée serait de dire serait la suivante. La qualité d'une entreprise repose sur sa capacité à faire connaître son idée directrice, à l'expliciter et à la justifier par l'argumentation. On est vraiment dans une logique argumentation, explicitation, justification. Autrement dit, élaborer et faire connaître l'idée normative qui structure son développement pour comprendre les implications sociales d'une telle idée. Ça nous permet un peu de rentrer un peu plus en détail sur ce que signifie cette idée normative. Par exemple, je peux vouloir me développer tout en respectant les droits sociaux fondamentaux. L'enjeu n'est pas de dire simplement cela. La tâche du communicant, c'est d'exposer les dispositifs qui sont mis en place pour inciter les managers à se conduire conformément à cette idée normative. Ça paraît relativement évident. Si ces dispositifs sont opaques ou illisibles, évidemment, il faudrait être un peu bête pour avoir une confiance aveugle en quelque chose qui ne nous est absolument pas démontré, quoi. En revanche, ici, la dimension que je trouve un peu plus intéressante dans ce texte de Louis Quéré, c'est qu'il nous dit que la confiance n'est possible que lorsque l'entreprise se prête à l'examen, lorsque l'entreprise se prête à l'évaluation de sa conformité à l'idée normative et aux standards sociaux dont elle se réclame. Et c'est là où je trouve que ce genre de manifestation est tout à fait intéressant, parce que c'est aussi l'occasion peut-être de permettre à la fois aux entreprises de se rendre observables, et puis nous aussi de fréquenter le monde concret précisément, et de pouvoir essayer de rendre observable le fonctionnement concret des organisations, leurs enjeux, leurs défis, etc., tout en précisément essayer de travailler à la construction d'une réputation qui reposerait sur des fondations solides. Je termine sur... j'imagine il me reste combien de temps à peu près ? 2 minutes. Bon, je vais sauter quelque chose, parce que je voulais essayer d'expliquer que la communication en matière de RSE est une forme de promesse. Alors, il y a un très bel ouvrage de Nicole d'Almeida sur les promesses de la communication, que moi je trouve absolument excellent. Ouais, d'accord. Ça me va très bien. Bon, pour conclure, ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'en toile de fond, donc, c'est la fonction de la communication qui se trouverait modifiée, avec cette hypothèse selon laquelle les communications d'entreprise passeraient d'un registre fonctionnel et stratégique à un registre de médiation, et essentiellement de médiation des conflits sociaux qui se déroulent dans et autour de l'entreprise. Vu l'état de la crise qui nous concerne aujourd'hui, j'imagine bien que dans votre métier au quotidien, vous êtes amené à gérer diverses interpellations sociales, divers conflits avec des acteurs aux intérêts, aux valeurs extrêmement hétérogènes. De fait, et dans sa visée peut-être un peu plus éthique, la fonction de la communication aurait pour finalité, premièrement, d'organiser une confrontation entre les acteurs qui sont en divergence pour les aider tout simplement à thématiser en commun leurs désaccords. Deuxième idée, rénover le lien social en marquant les différences et en aidant chacun finalement à prendre position dans le monde, dans l'organisation et à se penser soi-même avec autrui, c'est-à-dire c'est pas développez-vous personnellement dans l'entreprise, c'est imaginer la possibilité qu'on ne se développe absolument pas personnellement dans une entreprise ou dans une activité de travail. Et enfin, dernier point, c'est un travail classique de légitimation des modes d'agir de l'entreprise, non seulement en fournissant des réponses aux diverses interpellations sociales dont elle fait l'objet, mais plus encore de donner de l'intelligibilité sur la fonction de l'organisation, sur ses défis et sur la façon dont les individus pourraient s'approprier concrètement le devenir du monde. Et c'est un peu la question finale moi, que j'aimerais bien poser, c'est et ça rejoint tout à fait, encore une fois, la présentation de la personne qui travaille chez Bouygues. C'est
quelle est la contribution distinctive du communicant dans le monde? Ce n'est pas une question mégalo, hein, c'est quelle est concrètement sa contribution distinctive. Eh bien, l'idée, moi, que j'aimerais essayer d'approfondir, c'est que sa contribution principale est de donner des raisons de croire en ce monde, c'est-à-dire de rendre intelligible ce monde afin d'aider chacun à reprendre possession de ce monde-là, puisque une des grandes crises que nous avons aujourd'hui, c'est cette crise de l'appropriation du monde, c'est-à-dire le sentiment d'habiter un monde qui nous est totalement inaccessible par la pensée. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'imagine qu'on n'est pas... Je ne sais pas qui est capable de nous expliquer les raisons de la crise économique et les moyens de s'en sortir. Bref, on est complètement dépassé. Et effectivement, cette expérience de cette crise de l'appropriation du monde, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit aussi de la déliaison, elle produit du retrait dans notre intériorité, elle produit en tout cas, on va dire, un retrait du politique. Ou à l'inverse, par contre, quand on revient dans le politique, c'est généralement assez violent et ça peut aboutir à des contestations extrêmement fortes. Voilà donc cette idée que le communicant aurait pour fonction d'aider l'individu à s'intéresser au monde, à l'aider à chercher des conditions objectives d'existence qui libèrent ses potentialités. Et là, je trouve que c'est un très beau métier de cette manière-là, et c'est une fonction qui est clairement politique. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas vraiment la raison de la crise économique, mais je sais qui en est la faute. Qui en a la faute, ce sont les banques, tout le monde le dit. Et donc, c'est un bon enchaînement me concernant. Le contexte dans lequel nous sommes dans les directions de communication des entreprises, c'est véritablement, et vous l'avez souligné, une société que nous appelons paranoïaque, c'est-à-dire qui a perdu toute crédibilité dans les discours des politiques et des institutions, et tout particulièrement des entreprises. Là, je fais abstraction des banques, là, ça devient catastrophique. Ça, c'est un des premiers contextes dans lequel nous sommes. Le deuxième contexte dans lequel nous sommes, c'est que je trouve que d'une façon plus compliquée qu'avant, les cibles sont de moins en moins définies. C'est-à-dire quand on parle des parties prenantes, on a de plus en plus de mal à les cerner. Je vais vous donner un exemple. Les collaborateurs dans l'entreprise dans laquelle je travaille sont généralement les clients de l'entreprise, sont aussi les actionnaires de l'entreprise. Et donc, finalement, quelle part de la partie prenante on prend, et ça, c'est un des exemples, mais il n'y a plus à mon sens, de com interne, de com externe, puisque les cibles sont pas définies d'une façon aussi claire, me semble-t-il, qu'avant, ou alors avant, on le faisait pas très bien. Troisième élément d'un contexte qui complique nos communications, c'est une circulation d'informations extrêmement rapide, multiple, faussée, où la question se pose sur qu'est-ce qu'est la vérité ? De quelle vérité parle-t-on? Est-ce que ce sont les faits? Est-ce que ce sont les perceptions? C'est une vraie question et qui demande un peu plus de temps. En tout état de cause, ça crée par rapport à cela l'impossibilité d'une dissonance de nos discours ou des discours qui sont produits par d'autres concernant l'entreprise. Parce que là, vous n'êtes pas dans une recherche de confrontation, mais vous avez ces cibles non définies qui comprennent mal ces dissonances. Et puis, vous avez aussi la montée d'une façon très claire que dans l'acte d'achat d'un produit ou d'un service, cela dépasse largement la notion du produit ou du service aujourd'hui, et qu'il y a une vraie place dans sa réputation, de la réputation, dans l'acte d'achat, et donc il faut l'intégrer. Et donc, la communication RSE pourrait être, au sens pur du terme, une réponse. Moi, j'y vois... je suis de ceux qui pensent que les communications RSE ne devraient pas exister. Alors, je suis volontairement iconoclaste, mais je pense qu'elles sont vouées à disparaître si on fait bien notre boulot de communicant. Puisque finalement, pourquoi est-ce qu'on aurait une partie qui dit bah, « moi je bosse bien » et l'autre partie qui dirait « voilà comment je bosse ». Normalement, si on bosse bien, notre communication sera le reflet de ça, et finalement, il n'y aura pas cette partie-là. Bon, il y a toute la partie... L'entreprise dans laquelle je travaille est cotée au CAC 40, donc évidemment nous avons des notations extra-financières qui font qu'on doit faire des reportings. Ça, je pense que ça devra être maintenu, mais sinon, non. Et donc le travail que nous recherchons, c'est finalement, et vous l'avez souligné, quel est finalement le positionnement, le rôle de la communication. Alors, dans un monde complexe, moi j'y vois plusieurs positionnements, et c'est ceux qu'on essaie de mettre en place, même si ce n'est pas évident.
Il y en a un premier qui est de se dire nous allons effectivement aider nos parties prenantes à comprendre la situation dans laquelle nous sommes, le contexte dans lequel nous évoluons, les contradictions que nous rencontrons. Et donc on va essayer d'aider les gens à comprendre, à défaut de donner des bonnes nouvelles par exemple, mais ce positionnement de pédagogie altruiste, on va dire, ça c'est un positionnement qui m'intéresse bien. Et un deuxième positionnement qui m'intéresse, c'est de dire il y a un brouhaha d'informations avec ses vérités, ses contre-vérités. Quel est le positionnement de l'entreprise là-dedans? Eh bien, celui que je prône, et je ne suis pas tout seul à le prôner, notamment dans l'organisation communication d'entreprise, c'est de se dire, et si nous étions finalement le lieu de vérité? Et si nous basions tout sur cette notion d'authenticité? Ça ne veut pas dire, quand je parle d'authenticité, je me dis que tout ce que l'entreprise dit est vrai, mais elle ne dit pas tout. Donc c'est cette notion qui n'est pas la transparence absolue, parce que je pense qu'elle n'est pas nécessaire. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut garder chez soi. Je pense par exemple quand vous voulez racheter une entreprise ou vendre une de vos filiales, pourquoi est-ce qu'on le dirait au moment où on y pense? C'est plus intéressant quand même de le dire au moment où on a commencé à avancer sur le sujet. Voilà. Bon. Donc tout ce que l'on dit est vrai, mais on ne dit pas tout. Donc qui pourrait être un positionnement que moi j'ai appelé l'authenticité de nos discours. Là où je vous rejoins aussi, et qui est un autre de nos critères, c'est que je crois beaucoup à la relation plus qu'au produit, au service, c'est-à-dire que cette relation soit le lien entre la marque et ses clients et ses consommateurs. Et donc, le métier de communication, pour moi, est justement ce facilitateur de la relation, qui passe aujourd'hui beaucoup par de la conversation très souvent et de plus en plus qui est une conversation numérique, digitale, mais que le pendant de cela, justement, et je le vois dans les dispositifs, là, dans les outils et les dispositifs de communication que nous développons, qui sont finalement de presque arrêter le print, on va dire, dans les dispositifs, de remplacer avec beaucoup de digital, et je pense que nous sommes à l'ère en face du digital, de multiplier énormément les rencontres physiques dans une entreprise. Donc d'abord pour les agences d'événementiel, je crois qu'elles ont un bel avenir devant elles. En tout état de cause, je vais vous prendre un exemple qui est complètement décalé, c'est que Mythique a décidé de faire maintenant des grandes soirées plutôt que de se dire finalement on va mettre deux personnes l'une en face de l'autre qui l'auront décidé, qui se retrouvent dans un café toutes les deux un peu gênées, l'autre qui regarde par la vitre et tout. Non, on va faire des soirées où les gens vont se rencontrer par affinité. Bon, c'est un exemple complètement décalé, mais c'est pour vous dire à quel point je pense que les communicants doivent être un créateur de liens, un créateur d'expérience, un créateur de partage, et pourquoi pas de confrontation des sujets. Voilà. Donc ce qui nous anime, c'est l'authenticité, c'est la pédagogie, c'est la conversation, mais la relation, et donc finalement d'être un facilitateur de liens, en se disant que finalement les plus belles choses naissent des rencontres et entre la marque et ses clients, ou entre la marque et ses autres parties prenantes. Après, juste en guise de conclusion, je pense que la meilleure façon de communiquer, c'est surtout quand l'entreprise se comporte bien et qu'elle fait bien son travail. Et quand elle ne le fait pas bien, c'est normal qu'elle se ramasse, entre guillemets. Et donc je pense que l'essentiel, c'est de donner des preuves tangibles et irréfutables de notre capacité à, si ce n'est enchanter le monde, l'aider à le comprendre. Et là, je vous rejoins. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots après votre brillante intervention.